Dans un contexte de travail qui peut être un peu anxiogène, où il y a beaucoup de souffrance, j'essaye d'avoir des analyses qui ne sont pas toujours déprimantes, ou pas trop déprimantes. Pour cela, j'ai quelques moteurs qui sont d'avoir une grande curiosité, d'aller vers des univers de travail différents, de faire des rencontres, de cultiver cette curiosité en permanence pour avoir aussi de la joie dans une vie de travail qui va s'allonger. En effet, les soft skills en entreprise, pour beaucoup de métiers, c'est encore vu comme un petit plus sympathique qu'on est content d'avoir, mais pas les compétences principales, celles pour lesquelles on recrute. Et on fait mine d'y accorder de plus en plus d'importance. En réalité, il y a beaucoup d'incohérences dans la manière dont on valorise, ou plutôt dont on ne valorise pas les soft skills en entreprise. En l'occurrence, les soft skills, c'est l'ensemble des compétences qui permettent d'agir pour le collectif, d'œuvrer à toutes ces petites choses qui font qu'on est bien ensemble, qu'on travaille bien. Et pour ça, c'est intéressant de distinguer entre les tâches en entreprise, dans beaucoup de métiers. On a des tâches qui sont objectivées par des critères très précis, pour lesquels on est évalué, pour lesquels on est rémunéré, les objectifs avec des critères souvent qui sont chiffrés, qui sont mesurés et mesurables. Et puis, le petit truc en plus, mais qu'on ne mesure pas, d'ailleurs ça renvoie beaucoup à cet adjectif de soft, qui est en lui-même problématique, comme si voilà, ça ne comptait pas vraiment, comme si c'était quelque chose qui n'était pas mesurable. Je vais donner un exemple très concret. Prenons le cas d'un cabinet d'avocats où vous avez des individus qui sont évalués sur le nombre d'heures qu'ils sont capables de facturer. On leur donne des objectifs de chiffre d'affaires, a priori très clairs, chiffrables, et puis sur lesquels on doit rendre des comptes au bout d'un certain temps. Prenez deux individus à qui on va donner les mêmes objectifs. Il y en a un, souvent une, parce que souvent ça va être des femmes, qui va avoir beaucoup plus de tâches pour le collectif. Par exemple, évaluer les CV des stagiaires de l'année prochaine, donc trier les CV, faire passer des entretiens, qui sont des tâches qui sont bonnes pour la vie du cabinet, qui vont permettre d'assurer les recrutements de demain, mais qui ne sont pas des tâches sur lesquelles elle est évaluée pour ses promotions et pour sa rémunération. Donc vous allez avoir un individu, souvent une femme, qui va faire beaucoup de ces tâches-là, mettre en œuvre des soft skills pour faire ces tâches-là, et puis un autre individu qui ne va pas le faire, qui va s'en tenir à ses objectifs clairement identifiés, et vous allez avoir l'une des personnes qui n'a pas mis en œuvre ces soft skills, qui va avoir atteint ses résultats, être promue, être mieux rémunérée, et l'autre qui a fait ces petits trucs en plus, qui au contraire va être pénalisé parce que n'aura éventuellement pas atteint ses objectifs chiffrés, ou en tout cas ne sera pas au même niveau dans les objectifs chiffrés que l'autre individu qui ne les a pas mis en œuvre. Donc on voit bien comment les évaluations individuelles et puis les objectifs clairement identifiés pour les individus peuvent entrer en contradiction avec ce qu'on prétend valoriser, mais qu'on ne valorise pas très concrètement dans les évaluations. Je pense que c'est très important d'avoir une vision du temps qui est beaucoup plus riche que celle qui s'en tient à la seule durée. Or, beaucoup des débats actuels sur le travail concernent la durée, c'est-à-dire le nombre d'heures, le nombre de jours travaillés ou le nombre de trimestres cotisés. En réalité, le temps a des dimensions bien plus larges que la seule question de la durée dans le travail. Pour ça, j'aime bien en revenir aux Grecs anciens, qui avaient 3 concepts du temps. Il y avait chronos, ça c'est la durée, c'est le temps marchand, celui que l'on négocie en fait avec le donneur d'ordre, un peu moins, un peu plus. Si on fait des gains de productivité, on travaille un peu moins, on est plus efficace. L'inconvénient de Chronos, c'est qu'il aboutit à une vision du temps qui est complètement marchandisée et qu'on compte de manière un petit peu obsessionnelle. Il y a un deuxième concept du temps chez les Grecs qui est
Kairos. Kairos, c'est intéressant parce que c'est un temps qui est beaucoup plus... C'est le temps de la vie, c'est un temps linéaire dans lequel il y a des bons moments et des mauvais moments pour quelque chose. Il est temps de faire quelque chose, ou il n'est pas encore temps de... Cette idée dans le travail, dans la carrière, mais aussi dans le monde du commerce, qu'il y a un bon moment pour lancer un produit, un bon moment pour prendre un poste dans sa carrière, qu'on a aussi des moments de vie dans lesquels on a besoin de s'arrêter un petit peu, d'être en retrait parce qu'on s'occupe d'un parent âgé ou parce qu'on a un enfant en bas âge, ou choses comme ça, et que dans cette vie qui est la nôtre, qui doit correspondre à une carrière, on a des temps qui sont différents, des temps de vie qui sont différents. Et dans le contexte notamment du vieillissement de la population et aussi de la population active, la prise en compte de ces temps de vie, de ces bons moments, de ces mauvais moments est très importante dans le contexte du travail. Puis alors le troisième concept des Grecs, c'est aion. Aion, c'est le temps cyclique, c'est le temps des saisons, le temps de la respiration, le temps de la nature. Aion, on l'a beaucoup oublié dans le contexte industriel parce que on a artificialisé le temps avec l'électricité. On pouvait faire tourner les usines à tout moment et complètement oublier les saisons, complètement oublier le froid, le chaud, le climat, etc. Aion aujourd'hui se rappelle à nous. Il se rappelle à nous de deux manières. D'abord parce que réchauffement climatique et dérèglement climatique, les saisons se rappellent à nous de manière assez cruelle et on va pas pouvoir travailler de la même manière s'il fait trop chaud par exemple. Mais aussi parce que notre corps parfois subit les effets de la négation de Aion. Burn-out, fatigue, on a besoin de s'écouter, d'écouter le rythme physique, naturel de nos corps et de la nature dans son ensemble. Chronos, Kairos, Aion, voilà une vision du temps qui est beaucoup plus riche et qui nous permet de comprendre le travail dans sa globalité. Les politiques RH s'adressent à un individu travailleur lambda par défaut qui est toujours le même, qui est plutôt un homme, qui est plutôt jeune, qui est plutôt valide, etc. Le problème, aujourd'hui, c'est que le travail, tel qu'il a été conçu pour cet individu lambda, ne colle pas à la réalité de vie d'un certain nombre d'individus avec des profils plus diversifiés. Des mères célibataires de jeunes enfants, des personnes handicapées, des personnes aidantes. Les aidants sont de plus en plus nombreux dans la population active. Aujourd'hui, un actif sur 5, demain, 1 sur 4. Et toutes sortes de personnes qui ont des profils plus diversifiés et qui ne collent pas à cette définition qui a été pensée par les politiques RH. Le persona par défaut, pour utiliser un concept de design, devrait être la personne qui a le plus de contraintes dans sa vie privée. Une personne qui a, par exemple, des jeunes enfants à charge et qui est seule dans le foyer, ne peut pas assister à une réunion à 18h, ne peut pas être là très très tôt le matin, ne peut pas travailler un nombre d'heures considérable bien au-delà d'un temps plein. Cette personne-là est la personne pour laquelle on devrait concevoir toute l'organisation du travail de manière à avoir une organisation plus inclusive de tous ces profils, de manière aussi à pouvoir faire levier d'un vivier de candidats beaucoup plus large. Tout cela a été très bien mis en lumière par le prix Nobel d'économie de 2023, Claudia Goldin, dont le message principal était le suivant. L'une des idées principales était la suivante. Les greedy jobs, ces emplois de la réussite dits avides, qui exigent des personnes qui les font un investissement horaire considérable, ne permettent pas à tous les caregivers, c'est-à-dire les parents ou les aidants qui s'occupent de personnes au quotidien, de les exercer. Et donc les inégalités entre notamment les hommes et les femmes s'expliquent par cette chose-là principalement. Donc la leçon de tout cela, la leçon de Claudia Goldin pour les politiques RH, c'est qu'il est bien plus intelligent de prendre la situation d'une personne aidante ou d'une personne mère de jeunes enfants célibataires pour concevoir et une organisation du travail et des politiques RH qui profitent à tous.